Alors, je suis accompagné dans cet exercice par Séverine Morfin, comme vous le voyez peut-être déjà, joue de l'alto ou du para-alto. Et donc, je me permets donc d'accueillir ici Jacques Bonafé pour effectuer avec moi cette parasynthèse des travaux, ou disons une patasynthèse ou une para-patasynthèse. Enfin voilà, vous savez ce que c'est que la parasynthèse en linguistique, peut-être, je vous rappelle, embarquer par exemple. Embarquer. Il n'existe pas barquer, donc il y a barque, oui, barquer, pas trop, ça a disparu, mais embarquer, oui, donc voilà. Avec les préfixes et les suffixes de cette journée, nous allons donc ensemble embarquer sur la mer du langage, les vagues des émotions, l'anabase de la langue, étrange, étrangère, les lieux de la parole, les lieux variés de la parole, la voix haute et la voix basse, et puis la parté, la lecture par cœur et de tête, ou bien de corps, le souffle, le présent de la scène, la fureur, le partage et le plaisir du partage sans âge, du langage, la lecture dépareillée, sans pareil, la fragilité, les petites catastrophes, l'agilité, l'altérité, l'anastrophe, autrui, l'autre. C'est pas très bon, c'est chinois. Hein. T'es heureuse ici? Oui, ça va. Avec ton corps allongé, là, sur la table? Lui, il va bien. T'en mettre une aussi? Dans l'autre sens. Sur le chevalet ou le petit cheval? Ouais. On peut essayer. Hein? On peut essayer, sans inflation émotionnelle, ensemble de plonger la tête la première pour relever à fond l'intime et la caisse de l'intime, la caisse de résonance de l'intime, pour mettre en avant qu'est-ce qu'on pourrait dire, les enjeux axiologiques, les champs disciplinaires, pour faire pleurer Margot. Oui, les émotions ont une naissance, hein, un âge d'or. Vous l'avez entendu. Une sorte de nage dorée. Une nage en dos crôlé, ou papillon, ou brasse coulée. Un ange nage, un ange nage. Un ange nage dans le paradigme épistémique, emotional term. Une idiosyncrasie parfaitement justifiée du point de vue du lecteur, ancrée dans le fonctionnement didactique de la vraie vie, des vrais gens, comme ici, voilà, des processus d'éviction, de l'association des idées, enfin sinon inversé, du moins infléchi, en tout cas incroyable, mais incroyable, ça veut rien dire. Hein, ça veut rien dire. Incroyable, c'est le partitif du latin, c'est insecte, celui qu'on ne peut pas couper, c'est en grec l'atome, celui qu'on ne peut pas couper non plus, voilà, l'intime, le fugace, l'impartagé, et le bel aujourd'hui, le vivace, le bel aujourd'hui. Oui, on a le droit de vous demander de parler de vos lectures, hein, vous n'avez pas le droit de refuser. Désolé.
désolé, désolé. Désolé. Je suis désolé. Je suis désolé de solitude dans ce moment intense de solitude, bien que parfaitement partagé, mais c'est quand même un grand moment de solitude. Voilà. Alors oui, c'est une sorte de rapport de police en fait. Hein? C'est une sorte de relation de police, parce que vous n'avez pas le droit de refuser. La police, c'est ce qui se passe pendant les lectures. Asseyez-vous là, asseyez-vous. Vous êtes déjà assis ? Alors levez-vous, non, asseyez-vous, restez assis. Oui. Hein ? Écoutez lire, est-ce que c'est encore lire ? Écoutez entendre, est-ce que c'est encore entendre ? Hein ? Pour une société plus douce, plus affectueuse, plus calme, plus tranquille. Lire, lire, lire. Lire par la voix d'un autre, par la voix d'un très haut, par la voix d'un alto, le très haut, l'altère, l'autre. Et d'ailleurs, elle en joue un peu comme une altère également, on peut le dire, hein, avec un certain allaitement, on peut le dire aussi. Hein, oui, la page. La page. La page, c'est le théâtre du livre. La page est vide et le théâtre est blanc. Le théâtre est blanc, la voix est blanche. On pourrait faire théâtre avec le souffle et le corps. Et pourquoi ne pas faire théâtre avec la voix noire ? Passer de la lecture silencieuse, contemporaine de l'imprimerie, et montrer ce que le corps fait au langage, ce qu'un corps fait au langage. Aujourd'hui, voilà, je pense comme ça, pour être en plein la vue, plein dans la vie, trop de corps, pas assez de corps, trop d'images, pas assez d'images, pas assez. Assez. C'est de l'ordre de l'envoûtement, c'est de l'ordre de l'enfermement. Ça donne une impression d'enfermement, de proximité magique. On sort en péril, on se met en danger, on est pris en otage dans le langage. Bon, il peut y avoir une quinte de tout, hein, ou quelqu'un qui ne sait pas lire, ou quelqu'un qui ne sait pas quoi lire, ou quelqu'un qui ne sait pas comment écouter ou quoi entendre, ou qui s'ennuie profondément. Oui, voilà. Hein. Mais on répète. Hein, si on répète, on répète. On répète. Non, on répète. On n'a pas répété, donc on ne répète pas. Hein. On ne répète pas quelque chose. Quand on répète, on s'avance en quelque sorte, en marche arrière, vers le moment de la première. Et là, nous sommes dans la première, alors qu'il n'y a même pas eu de seconde, qu'il n'y a pas eu de répétition non plus. Donc nous ne sommes pas dans la répétition. On avance en quelque sorte à reculons vers le fond du théâtre. Mais peut-on vraiment faire confiance au théâtre ? Ouais. Peut-on faire confiance au texte ? Quand on lit, on n'a pas cet abandon, bandon. Georgette, excuse, mais j'ai pas l'intention d'écouter toute ma vie. Ah, Georges Perros, hein, Georges Perros. Tiens, écoute-moi, tiens. Ah, Georges, tiens, écoute-moi. Je n'ai pas l'intention d'écrire toute ma vie. Je n'ai pas l'intention d'écrire toute ma vie. Je n'ai pas l'intention d'aller du poème vers les livres, du poème vers les lèvres. Je n'ai pas l'intention de décoller le poème des lèvres du poète. Je n'ai pas l'intention de décoller le poète non plus. Non. Je n'ai pas l'intention non plus de coller le des poètes. Non, J'écrirai donc un livre de délivrance. Je désécrirai un poème de salut public. Barbare sonore, j'éviterai, je feignerai, j'éviterai.
Définitif présent. Et comment penser à l'ombre d'une chapelle? Et comment penser sans l'ombre d'un chapeau? Mon œuvre et je. Et mon œuvre, je n'œuvre pas, je fais. Mon œuvre est un bouquet d'ignorance. Je ne sais rien, je ne fais rien. Exemple. Une chaise, un cendrier, une table. Je n'ai pas de plan de table, j'en ai pour déjeuner, ça c'est une autre chose. Une lampe à pétrole, un diable qui ricane, des guêpes dans un rayon de soleil, des cerises sur la table, un arbre expressif et muet, un enfant qui pleure. Des guêpes dans un rayon de soleil, un monsieur. C'est difficile de passer après. C'est difficile de passer, de penser. C'est difficile. C'est difficile. Alors, je vais donner un texte, un titre, excusez-moi, parce qu'il faut, bon tant pis, il faut bien donner. Hein, il faut bien donner un titre, il faut bien accrocher les wagons. Il est parti. Ah, il est là. Les wagons du Garonne. Il a rapproché les wagons parce que, ou plutôt le wagon. Le wagon. Parce qu'il y a une continuité entre le wagon et le corps du wagon et le corps du train et le corps du mot et la langue assemblage, la langue éternelle du langage. Debussy. Debussy écrivait dans une lettre à, je crois, son ami Victor Ségalen: je voudrais que ma musique ait l'air de sortir du silence et d'y rentrer. Silence. Accepterais-tu de revenir dans le langage? Silence. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oui, oui, oui. Oui. Mon corps. Mon corps a décidé un jour d'aller plus loin que ma voix. Plus loin que mes cordes. Plus loin que ma parole. Plus loin que le silence. Plus loin que ma pensée dont je ne peux pas parler. Sinon avec des sons.
peut-être le S de silence. Alors la question est de savoir s'il faut mettre un S ou non, hein, ou plusieurs S après tout. Hein. Après tout, S. Hein. Le temps nous presse. Il souffre d'un silence. Nous n'avons pas le temps, sinon des fragments et des fragments mentent, toujours parce que le temps coupe, les temps coupés. Et au théâtre d'Épidore, nous avions 24 lettres, sauf peut-être le S. Et je ne sais pas si vous connaissez Geoffroy Tory, un humaniste du XVIe siècle, qui était en même temps un passionné de typographie, un humaniste typique de la typographie, et qui a décliné toutes les lettres de façon très poétique. Et la lettre S, dit-il, est comme le sifflement d'un fer chaud que l'on trempe en liot. Autrement, la lettre est votre métonymie. La lettre est un caractère. La lettre a un caractère. La lettre est ce que vous pouvez m'envoyer demain pour me virer. La lettre est aussi une lettre qu'on l'envoie. Donc ce sont des poupées russes, un peu comme Anna Karénine ou Tolstoï a inventé les poupées, notamment russes. Et après les lettres qu'on envoie, nous avons aussi la littérature ou les belles ou les laides lettres, je ne sais pas, ça dépend. Hein, les grandes ou les lettres moches. Accomplissant ainsi la grande métonymie, la partie engendre le tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Parce que dans le tout, on ne peut pas le lire ni se remémorer. Dans le tout, il n'y a pas assez de place pour se remémorer. Et si mémoire il y a encore, hein, ce qui n'est pas sûr. Si lecture il y a, simplement parce que c'est le soir et qu'il n'y a pas assez de lumière. Si lumière il y a, ce qui n'est pas sûr non plus. Alors, bon, vous me direz la parole. La parole est cadrée, votre parole est cadrée, votre expertise est décalée. Vous êtes un expert périmé.
Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça? J'ai dit des conneries, c'est ça? Oui, j'ai dit des conneries. Bon, alors je reviens à la question d'Élise Vigier. Qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces têtes? Hein? Non mais franchement, excusez-moi, mais quoi, de la pensée? Des pensées? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cerveau, là, maintenant, là, tout de suite? Non, mais c'est la question qui est au cœur de nos débats. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cerveau? Et d'ailleurs, comment peut-on dire mon cerveau? Qui dit mon cerveau? Hein? 57% des locuteurs ne pensent pas ce qu'ils disent. 57 autres pourcents ne disent pas ce qu'ils pensent. Et 57 derniers pourcents ne pensent pas. Voilà. Pourquoi? Hein? Comment? Et pourquoi ce total de 171%? Comment peut-on marcher en équilibre sur les crêtes de sa pensée? Comment peut-on penser quand on n'a rien à dire? Comment peut-on dire à quoi l'on pense? Comment ça se fait que quand il y a des gens avec qui on vit et qui vous demandent « mais à quoi tu penses ?» on répond si souvent « j'en sais rien ». Mais attendez, comment peut-on ne pas savoir à quoi l'on pense? Le souffle, ils l'ont, puisqu'ils l'ont traduit dans l'ombre. Ils sont la pensée de l'auteur, ils sont son cheminement. Le souffle, il aime qu'on lui souffle à l'oreille. Surtout en montgolfière, hein, dans l'oneille. Le souffle, c'est la fragilité, c'est la peur et le chevauchement de la peur. Le chevauchement du petit chevalet, du petit cheval de la peur. Et pourquoi le public il s'intéresse à ça, hein? Pourquoi il vient voir ça, hein? Parce qu'on a l'odeur du rouge à lèvres, hein? On a l'odeur des livres. Hein? Est-ce qu'on peut être voyeur? Il est voyeur, le public, ou il est auditeur? Et c'est très bizarre, il n'y a pas de mot pour dire auditeur au sens de voyeur. J'aimerais bien, hein? Si quelqu'un veut le créer, je serais... Le public, ce qu'il veut, c'est voir quelqu'un perdre le souffle. Souffler, souffrir, entendre quelqu'un avec son dernier ou son avant-dernier soupir, son avant-dernier, son soupir, son avant-dernier soupir, avant-dernier soupir. Altérité, Nous allons pour finir renverser la perspective et revenir donc en Iran ou en Perse afin de renverser la perspective de l'écoute et observer le poète qui lit ce qu'il écrit et qui écoute ce que lisent les autres et qui ne peut pas s'empêcher de lire ce qu'écrivent les autres. Hein? Alors, Séverine et moi, nous n'avons pas montré ce qui ne fonctionne pas, parce que nous sommes encore dedans, là, maintenant, vous voyez? Donc peut-être après, si vous voulez, on pourra écouter ce qui n'a pas fonctionné. Hein? Et nous montrons, par contre, ce qui fonctionne, parce que vous êtes bientôt dehors. Renversons, réversons,
comme dans le rêve où nous commençons par la fin. Dans un mouvement rétrograde, d'écrevisse, bien cuitin. Remontons le temps, montons le temps. Bandon néon avec abandon. Néo-bandon, car le bandonnéon, c'est presque un accordéon qui est un quasi-poumon. Un poumon encore bien encrassé, encore un peu noir, pas trop propre. Pas trop propre, et c'est dommage parce qu'on se lave les mains avant de vous parler. Hein? Il faut que la voix soit propre, blanche, rasée, arasée, érasée. Non, mais non. Mais non, allons. Mais non. Éraillée, rayée. Oui, on peut aimer la voix noire, ou alors qui passe du noir au blanc, qui passe par toutes les gammes, du noir au blanc et de toutes les couleurs qui coulent. La voix qui se lave pas, la voix qui se lève, car il est clair que nous sommes tous déjà un peu fous. Merci. Séverine Morfin, donc. Et merci à vous de m'avoir enfin donné l'occasion, dont je rêvais depuis longtemps, d'écrire un texte où il n'y a pratiquement pas un mot de moi. Voilà, merci.